Cela m'amène à une autre information extrêmement intéressante concernant Emmanuel Macron. Une information qui m'a été rapportée par un autre journaliste en France et dont je devrais probablement taire le nom et l'identité, juste pour l'épargner. Je commencerai par dire que l'un des aspects vraiment intéressants à considérer quand on regarde Emmanuel Macron, c'est que tout au long de sa présidence, il y a eu tant de gens, tant de rumeurs qui ont circulé à propos de sa possible homosexualité. Des gens qui se sont levés, qui ont dit mais oui c'est un homosexuel et je peux vous dire pourquoi il est homosexuel, je l'ai vu ici, on a fait ça, on a fait ci. Et pour une raison ou une autre, on a l'impression qu'Emmanuel Macron s'en fiche complètement. Il n'a jamais porté plainte, il n'a jamais envoyé de détective privé pour fouiller dans les poubelles des gens. Et donc, c'est quand même une anomalie étrange, non? En fait, il existe même des preuves largement répandues que le couple apprécie ces rumeurs. Ils plaisantent avec leurs amis lors de dîners, ils plaisantent avec les journalistes. Oh, mais Brigitte l'a déjà dit, bien sûr qu'Emmanuel n'est pas homosexuel, on s'en offusque pas. Ils prennent vraiment les rumeurs persistantes selon lesquelles Emmanuel Macron serait homosexuel, et selon lesquelles, en tout cas, il s'intéresse aux hommes, avec beaucoup de légèreté. En revanche, quand il s'agit de la transsexualité de Brigitte, là, c'est un autre sujet. Et apparemment, il y aurait eu des questions qui auraient été soulevées concernant la relation particulière étroite entre Emmanuel Macron et un autre homme français âgé qui, depuis, est décédé maintenant. Et cet homme français dont nous parlons cette fois-ci, bien sûr, ce n'est pas sa femme. Cet homme, il s'agit de Henri Herman. Très bien les gars, bon jeudi à tous. Je pense que nous arrivons maintenant à un point où nous réalisons tous que les gens qui sont au pouvoir ne nous disent probablement pas la vérité sur quoi que ce soit, sur rien en fait. Peut-être que ce sont précisément ceux qui sont au pouvoir qui sont les fous. Et il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de vous dire et que je dois vous dire, c'est que le jour où Brigitte Macron a commencé son procès contre moi, les médias ont rapporté qu'elle avait également perdu 2 personnes de sa famille immédiate, de sa famille proche. Avouez que le timing est extrêmement étrange et que l'histoire est un peu confuse, donc je pense qu'il est important que nous abordions ce sujet. Alors bienvenue sur Candace. Très rapidement, et je dois vous le dire dès le début, c'est que j'ai vraiment beaucoup trop rigolé en lisant ce gros titre. C'est dans le New York Post, c'est pour de vrai les gars. On peut y lire, l'épouse du président français Emmanuel Macron a engagé un détective privé pour enquêter sur Candace Owens, pour creuser sur Candace Owens. Waouh, c'est complètement fou, j'aurais vraiment jamais pensé que ma vie finirait comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Peu importe ce que vous pensez, ce que vous imaginez lorsque vous planifiez votre vie, à un moment vous vous dites « Oh bah peut-être qu'à un moment donné, le président en exercice d'un pays étranger va engager un détective pour enquêter sur moi. » Et qu'ont-ils trouvé? Rien du tout. Ma vie est tellement ennuyeuse. Franchement, je sais pas, je suis en train de les imaginer, fouiller dans mes poubelles. Je n'arrive pas à savoir ce qu'ils recherchent. Mais il est très clair qu'ils sont complètement paranoïaques. J'ai déjà vu ça. Les gens qui commettent le mal, les gens qui font des choses tout à fait immorales, sont toujours des paranoïaques. Très paranoïaques. Et ils s'imaginent toujours que les autres sont capables de faire ce qu'ils sont capables de faire eux. Et généralement, ils perçoivent un complot massif qui se déroule contre eux. Et c'est exactement ce qui se passe au palais de l'Élysée. Ils imaginent qu'il y a tout un complot contre eux. Et c'est en aucun cas ce dont il s'agit. Je suis là en train de les imaginer assis tous en bas dans un bunker, essayer de brainstormer ensemble. Oh là là, mais attends, cette personne elle est connectée à cette personne qui est connectée à cette personne, et puis voilà ce qui est en train de se passer. C'est carrément une attaque au niveau de l'État, et puis c'est la Russie. Non, c'est pas du tout le cas. Désolée de vous décevoir les gars. Et je dois vous raconter l'histoire parce qu'elle est incroyable. Arrêtez tout ce que vous faites, parce que vous n'allez tout simplement pas me croire. C'est une saga sans fin. C'est vraiment une histoire sans fin et ça devient encore plus étrange à chaque fois qu'il s'agit de Brigitte Macron. Donc c'était le 23 juillet, juste pour vous rappeler, c'est à cette date que Brigitte Macron m'a remis sa plainte, ou plutôt a remis sa plainte au Financial Times pour révéler toute l'histoire, et puis ensuite j'ai reçu une copie. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment eu une couverture médiatique mondiale à ce moment-là. C'est allé dans tous les sens, jusqu'en Chine, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Tout le monde parle de cette affaire parce que personne n'a jamais vu un truc pareil. C'est vraiment quelque chose qui est en train de marquer l'histoire. On regarde l'histoire du monde et puis on réalise que ce qui se passe actuellement dans le petit sous-sol de Candace Owens, c'est un pas de géant, un bond pour l'humanité. Enfin, c'est ce qu'on voit en tout cas se dérouler dans les médias. Et bien sûr, le truc était tellement dingue que les gens n'ont peut-être pas prêté attention aux histoires plus petites, apparemment secondaires, qui se sont passées ce jour-là. En ce qui concerne précisément Brigitte et Emmanuel Macron. Le même jour, un événement assez important a éclaté dans la presse concernant davantage Brigitte Macron. Et cet événement est passé complètement inaperçu, alors que nous étions tous distraits avec l'histoire du procès qu'il me faisait. La nouvelle, c'est que 2 personnes dans la famille proche de Brigitte Macron sont décédées.
Ok? Et je vais être très claire ici, les rapports sont assez contradictoires. Bien évidemment, de notre côté à nous, il y a la barrière linguistique. Il y a beaucoup de détails contradictoires sur la façon dont cela se serait produit. Mais nous avons essayé de trouver des informations fiables, évidemment en nous retournant vers la presse française. Notamment, nous avons sélectionné un article du magazine Hola, dont le gros titre mentionne la chose suivante. Brigitte Macron pleure sa sœur et sa nièce dans une double tragédie. C'est un article daté du 23 juillet. Une double tragédie déchirante, pardon. La première chose que je dois vous dire à propos de cet article, c'est le titre en dessous, sous le titre. Les noms qui figurent en fait sous le sous-titre, dans le sous-titre, sont en fait inexacts. Dans le corps de l'article, ils ont corrigé cela, donc je me dis que c'est peut-être une erreur légitime, mais comme nous l'avons déjà vu ensemble, il y a tellement de petites erreurs légitimes dans la presse française à propos de cette histoire, n'est-ce pas ? Mais il nous est dit, quoi qu'il en soit un peu plus loin dans l'article, que Brigitte Macron traverse une période très difficile, probablement l'un des moments les plus difficiles de sa vie. La première dame a récemment été confrontée à la perte déchirante de sa sœur, Anne-Marie Trogneux, à l'âge de 92 ans, de qui elle était très proche. Sa nièce, Christine Aquin, qui avait 68 ans, est décédée juste 2 semaines plus tard. Bien, je dois juste vous alerter que selon ce que vous lisez, la nièce, qui était donc aussi la fille de la sœur qui est décédée, Anne-Marie, certaines personnes rapportent qu'elle serait décédée 3 jours plus tard. Donc encore une fois, je ne vais pas m'aventurer à affirmer exactement le jour de leur mort. Mais ce que je peux vous affirmer de façon certaine en revanche, c'est que les décès sont effectivement survenus l'un à la suite de l'autre. Et qu'en toute logique, Brigitte Macron est en deuil. Et pour une raison ou une autre, cette information a éclaté dans la presse le même jour, exactement le même jour où cette action en justice a été révélée. Maintenant, je vais vous dire pourquoi les gens prêtent une attention toute particulière à ce détail. Et quand je vous dis prête attention, je veux dire peut-être un peu flippant. Surtout si vous suivez cette histoire absolument dingue et unique depuis le début. Une des théories qui circule et qui remonte bien entendu à cette photo originale prise à Amiens, vous savez, cette fameuse photo qu'elle utilise comme preuve en disant « Tada, regardez, j'étais vraiment une petite gamine, hein, c'est moi là sur les genoux. C'est bien moi avec ma famille à Amiens en 1953. » Cette photo qui a ensuite donné débat sur internet, qui s'est déchaîné, qui a dit mais non pas du tout, regarde à gauche Jean-Michel Trogneux, c'est Brigitte ça. Et donc par la suite les gens ont commencé à poser des théories sur l'identité de l'enfant qui était sur les genoux. Nous, dans le cadre de cette enquête, nous n'en avons jamais relayé aucune, mais il y a quand même pas mal de théories intéressantes qui circulent. Et l'une des théories, encore une fois que nous ne vous avons pas présentée, mais que d'autres journalistes ont présentée, était que la petite fille sur les genoux, la vraie identité de cette petite fille qui est sur les genoux, sur cette désormais célèbre photo de famille de 1953, était en fait Christine Aquin. Donc vous avez bien compris, la nièce. Donc la théorie était, et je peux vous montrer que cette théorie est très très populaire, tellement populaire qu'aujourd'hui le Daily Mail, qui rapporte ces décès, présente la photo de famille avec les noms dessus, et je ne sais pas s'ils l'ont fait sans peut-être en avoir conscience ou si c'est vraiment des grands effrontés, mais vous voyez en regardant la photo, là-bas, là, voilà, que la personne sur les genoux, il y a écrit Christine Aquin ou Nathalie Farcy. Et donc ce sont vraiment des théories qui circulent beaucoup sur internet. Je ne sais pas trop ce que cherchait à faire le Daily Mail ici, si c'est peut-être le journaliste qui l'a publié, c'est un peu défoulé parce qu'il croit à toute cette affaire. Vous voyez sur la gauche, il est écrit Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Trogneux. Donc oui, la théorie, c'est que cette petite fille serait peut-être Christine Aquin. Maintenant, si vous regardez, ils disent qu'au cours de ces 2 dernières semaines, donc Anne-Marie Trogneux et Christine sont décédées. Certains ont parlé qu'il s'agissait probablement d'un arrêt cardiaque. Et ils disent que sa fille, en tout cas si il est avéré qu'elle est sa fille, serait donc elle, quant à elle, décédée suite à une longue maladie. Mais quoi qu'il en soit, les deux sont maintenant décédés. La presse française rapporte que Annie Trogneux, alors là je ne sais pas si Candace fait une erreur, mais je traduis ce qu'elle dit, elle a dit Annie Trogneux, est décédée le 3 juillet et a été enterrée le 15 à Amiens. Et que la fille d'Anne-Marie, donc là elle se reprend, je pense qu'elle s'est trompée, c'était bien Anne-Marie, Christine, elle est décédée le 19 juillet et a été enterrée le 25 juillet. Donc juste 2 jours après qu'il m'ait déclaré le procès. Maintenant vous remarquerez, si vous vous penchez de plus près sur l'histoire, qu'il n'y a aucune photo disponible d'Anne-Marie
donc la sœur qui est décédée, parce que comme nous le dit la presse, comme nous le présente la presse, elle se trouve être la plus discrète de tout le clan Trogneux. Bien plus encore que Jean-Michel Trogneux. En fait, pour être tout à fait exact, la presse nous dit qu'elle n'a jamais été vue. N'a jamais été vue depuis que Brigitte Macron a pris ses fonctions. Je suppose que si nous devons prendre cela au pied de la lettre, nous devons littéralement croire en ce que nous dit le Figaro. Cela signifierait donc qu'elle n'a même pas assisté à aucun des événements inauguraux. Elle ne voulait absolument pas apparaître auprès de sa sœur pour une raison qui nous échappe, bien sûr. Et bien sûr, maintenant qu'elle est partie, nous ne pouvons évidemment plus poser de questions à ce sujet. Ok, très bien. Quelque chose d'autre que les gens trouvent extrêmement étrange, et encore une fois, je tiens à clarifier, nous n'avons pas l'image complète de toute cette situation, donc nous ne pouvons pas affirmer ce que nous sommes en train de dire comme un fait absolu, mais en tout cas, ça soulève l'intérêt et ça semble un peu mystérieux. Nous avons appris que lors des funérailles du 25 juillet, pour la nièce, il y a eu des images qui ont été publiées de la première dame. C'est comme ça qu'on va l'appeler pour la compréhension de l'épisode. Donc on voit Brigitte marcher avec Emmanuel Macron. Et ce qui semble vraiment manquer dans ces images à première vue, j'imagine qu'avec un peu de temps, on réussira à trouver d'autres photos qui vont sortir. Parce que bon, tout cela s'est passé très vite, ça a été très soudain. C'est que personne ne voit Jean-Michel Trogneux. Vous savez, cette personne-là, le petit gros, le petit gars, là, dont ils se sont servis comme preuve dans mon procès, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, les photos du jour de l'investiture, l'image en arrière-plan, le petit gars qui était derrière, ouais. Ce petit gars dont ils disent, mais voilà, ça c'est Jean-Michel Trogneux, alors maintenant vous allez arrêter de nous poser des questions. Ce fameux Jean-Michel qui ne peut donc pas se présenter au tribunal en disant, moi je suis le vrai Jean-Michel Trogneux, laissez donc ma sœur tranquille, je l'aime tellement. Et donc, au premier regard, en regardant ces images, il semblerait qu'il n'ait pas non plus assisté aux funérailles de sa sœur. C'est ce qui se dit, en tout cas, dans les conversations en ligne. Encore une fois, nous allons devoir approfondir la question et voir s'il existe d'autres séquences, d'autres images disponibles. Mais je pense qu'il serait légitime de s'attendre, n'est-ce pas, que si Brigitte perd sa sœur, peut-être qu'elle voudrait être proche de Jean-Michel Trogneux, de son frère. Peut-être profiter de cette occasion pour être vue avec Jean-Michel Trogneux. Probablement n'aurait-elle même pas eu besoin de porter cette plainte, parce que les gens les ayant vus pleurer ensemble en auraient conclu que toute cette histoire était fausse. On pourrait s'attendre à ce qu'elle soit unie avec son seul frère qui lui reste. Parce que si ce qu'elle dit sur son identité est vrai, ça veut dire qu'il ne reste donc plus que elle, Jean-Michel Trogneux et également Monique Trogneux. Les trois qu'ils restent vivants de cette photo de famille. C'est donc les trois frères et sœurs qu'ils resteraient vivants de cette célèbre photo de famille. Quoi qu'il en soit, tirez-en les conclusions que vous voulez, nous sommes toujours au milieu de l'enquête. Il se passe des choses bizarres, des événements étranges continuent de se produire. Peut-être que ça n'est rien, qui sait. Mais bon, c'est quand même étrange de se dire, je veux dire, si ces deux individus avaient vraiment été en vie, nous aurions peut-être aimé les inciter à comparaître, les assigner à comparaître pour obtenir de leur part une déclaration commune afin de démystifier toutes ces rumeurs. Notamment la rumeur selon laquelle c'était en fait la nièce qui serait assise sur les genoux. De plus, il aurait été vraiment appréciable que pendant toutes ces procédures judiciaires qui se passent en France, cette nièce se présente en disant « Écoutez, vous êtes dingue, c'est pas moi qui suis assise là sur les genoux. C'est Brigitte, il s'agit vraiment de Brigitte, et moi j'aime tellement ma tante, alors s'il vous plaît, arrêtez de l'embêter avec ça. » Et bien sûr, on l'a bien compris maintenant, personne dans la famille ne fait jamais ça, on ne sait toujours pas pourquoi, on n'arrive pas à comprendre. J'imagine que c'est juste une famille extrêmement discrète. Tellement discrète qu'ils préfèrent largement voir leurs frères et sœurs, leurs tantes souffrir publiquement, plutôt que de contribuer à clarifier clairement certaines de ces rumeurs. Bref, cela m'amène à une autre information extrêmement intéressante concernant Emmanuel Macron. Une information qui m'a été rapportée par un autre journaliste en France et dont je devrais probablement taire le nom et l'identité, juste pour l'épargner. Je commencerai par dire que l'un des aspects vraiment intéressants à considérer quand on regarde Emmanuel Macron, c'est que tout au long de sa présidence, il y a eu tant de gens, tant de rumeurs qui ont circulé à propos de sa possible homosexualité. Des gens qui se sont levés et qui ont dit « mais oui, c'est un homosexuel et je peux vous dire pourquoi il est homosexuel, je l'ai vu ici, on a fait ça, on a fait ci. » Et pour une raison ou une autre, on a l'impression qu'Emmanuel Macron s'en fiche complètement. Il n'a jamais porté plainte, il n'a jamais envoyé de détective privé pour fouiller dans les poubelles des gens.
Et donc, c'est quand même une anomalie étrange, non? En fait, il existe même des preuves largement répandues que le couple apprécie ces rumeurs. Ils plaisantent avec leurs amis lors de dîners, ils plaisantent avec les journalistes. « Oh, mais Brigitte l'a déjà dit, bien sûr qu'Emmanuel n'est pas homosexuel, on s'en offusque pas, ha 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 !» Ils prennent vraiment les rumeurs persistantes selon lesquelles Emmanuel Macron serait homosexuel, et selon lesquelles, en tout cas, il s'intéresse aux hommes, avec beaucoup de légèreté. En revanche, quand il s'agit de la transsexualité de Brigitte, là, c'est un autre sujet. Et apparemment, il y aurait eu des questions qui auraient été soulevées concernant la relation particulière étroite entre Emmanuel Macron et un autre homme français âgé qui, depuis, est décédé maintenant. Et cet homme français dont nous parlons cette fois-ci, bien sûr, ce n'est pas sa femme. Cet homme, il s'agit de Henri Herman. Et là, je vais vous raconter une histoire fascinante. Le journaliste m'écrit que pendant 14 ans, Henri aurait méticuleusement et amoureusement préparé Macron à atteindre le sommet de la hiérarchie de l'État français. Qui est donc Henri Herman? Comme je l'ai dit, il n'est plus en vie, il est décédé. Et les médias français s'accordent également pour reconnaître qu'il était bien le mentor de Macron. Il était bien son mentor. Vous pouvez le voir par exemple dans ce gros titre à l'écran. Henri Herman, le mentor d'Emmanuel Macron, est décédé à l'âge de 92 ans. Comment est-il devenu son mentor? Eh bien, selon ma source, en 2002, Herman, donc, qui était âgé à cette époque de 78 ans, a rencontré par hasard Emmanuel Macron, qui à cette époque n'avait que 25 ans. Donc lui avait 78 ans, Macron avait 25 ans. Hors d'un petit cocktail entre bureaucrates à Beauvais, une ville qui n'est pas très loin de l'endroit où se trouve le terrain qui avait été acheté par Herman, une propriété qui appartenait à Élie de Rothschild dans les années 60. Donc c'est donc une ville qui est au nord de Paris. À cette époque-là, Macron effectuait un stage dans une administration locale et apparemment le courant est tout de suite passé, ils se sont tout de suite bien entendus. Ils ont donc décidé de devenir des amis très très proches. Une relation vraiment très unique. Et entre 2002 et 2010, Herman a invité Macron à plusieurs reprises dans sa villa luxueuse qui se trouve au Maroc. Intéressant. Écoutez, c'est intéressant quand même compte tenu du contexte. Un homme plus âgé qu'emmène un jeune homme au Maroc. Et c'est intéressant notamment à cause de ce portrait présidentiel français que j'arrive pas à me sortir de la tête. Vous savez, c'est ce truc, j'arrive vraiment pas à me le sortir de la tête, ce livre d'André Gide, le livre en arrière-plan posé sur le bureau, ce grand pédophile assumé du Maroc. Mais bon, c'est juste peut-être une coïncidence, on va pas tirer des conclusions hâtives. Je ne fais que vous relayer les faits, à savoir qu'ils ont voyagé ensemble au Maroc. En 2006, c'est Herman qui présente Macron au Parti socialiste français. Il le présente à ses dirigeants, notamment d'anciens premiers ministres, ainsi qu'à de futurs chefs d'État comme François Hollande, dont Emmanuel Macron deviendra par la suite membre de cabinet. Connaissant l'histoire, il succédera ensuite à François Hollande. Et puis, un peu plus tard, en 2007, c'est le moment où Herman offre à Macron, donc à cette époque, il est un petit peu plus âgé, il a maintenant 83 ans. Macron, lui, n'a que 30 ans, il lui offre un appartement. Carrément un appartement. Est-ce que vous imaginez la situation? Un homme de plus de 80 ans qui offre à un homme de 30 ans un appartement. Un appartement en plein cœur de Paris. Et ce cadeau aurait pris la forme, semble-t-il, d'un prêt sans intérêt d'une valeur de plus d'un demi-million d'euros. C'est vraiment, je veux dire, avec des mentors comme ça, c'est incroyable. Et l'histoire raconte que Macron n'aurait jamais remboursé, même s'il est aujourd'hui fonctionnaire à temps plein, ou qu'il l'était à l'époque en tout cas, ce qui signifierait peut-être qu'il l'a accepté illégalement. Bon, écoutez, on n'a pas besoin d'essayer de deviner. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est de savoir que c'était un cadeau qui lui a été donné. Et la même année, cet homme devient le témoin de mariage au mariage de Brigitte et Emmanuel Macron. C'est assez intéressant, non? Macron va maintenant épouser Brigitte, et Herman dit je serai ton témoin, ou peut-être que c'est Emmanuel Macron qui lui a demandé de l'être. Non seulement était-il son témoin, mais c'est également lui qui a payé pour tout le mariage. C'est fascinant, absolument fascinant, qu'il ait payé pour tout le mariage. Est-ce que c'est ton père? Je sais pas, c'est bizarre, non? Ensuite, il vérifie la liste des invités pour le mariage. Encore une fois, ce sont les faits. C'est lui qui vérifie toute la liste des invités. C'est lui également qui a soigneusement choisi l'hôtel au Touquet où la célébration aurait lieu. Ah, le gars était vraiment impliqué dans la cérémonie, dans le mariage. Au fait, j'aimerais voir plus de photos, des photos de leur mariage. Et je crois qu'il y en a que 2 ou 3, vraiment très très peu qui sont disponibles. Moi, je trouve que ce serait super si on pouvait voir qui étaient éventuellement les invités au mariage. Ça pourrait également contribuer à démystifier beaucoup de choses pour nous. Pour en revenir à notre histoire, en 2016, évidemment, nous savons qu'Emmanuel Macron entame sa campagne présidentielle.
Et à ce moment-là, Herman devient son principal donateur et son conseiller politique. En mai, Nicolas Sarkozy, dans une interview, donc Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, tient un propos assez étrange dans une interview. Il fait allusion à la vie privée un petit peu d'Emmanuel Macron. Il déclare, je le cite, « Macron est un peu cynique. Il est un peu homme et il est un peu femme. C'est la tendance du moment, j'imagine, il est androgyne. » Ok, très bien, j'imagine que c'est le chic à la parisienne, hein, c'est très tendance. Plus tard, en septembre de la même année, Henri Herman a donné une interview désormais tristement célèbre, dans laquelle il s'adresse à propos de sa relation avec Emmanuel Macron au Figaro. Il y parle de leur relation unique et il déclare, je cite, « Je ne le quitte jamais. Contrairement à la plupart des hommes brillants de son âge, il n'avait pas beaucoup de petites amies. Il n'était pas vraiment courtisé, ou en tout cas, il le refusait. » Hein? C'est assez déroutant qu'ils disent un truc pareil, non? 2 mois après cette publication qui avait fait scandale à l'époque, Herman décède, c'était en novembre 2016. Et très peu de temps après, on sait que Macron et Brigitte ont assisté à ses funérailles. Et 1 an plus tard, Emmanuel Macron est élu président de la République française en mai 2017. Le voilà désormais président de la République. Et le même mois, donc après son élection, voilà qu'un écrivain, un célèbre écrivain marocain d'ailleurs, sort un petit peu de l'ombre et écrit, il dit « Écoutez, moi je connaissais personnellement Henri Herman. Il le décrit comme étant un homme homosexuel, bien entendu, jaloux, oppressif, et également comme le sugar daddy de Macron. » Sort son article et voilà qu'il dit, c'est le sugar daddy d'Emmanuel Macron, le président de la République française. Le président de la République a un sugar daddy, ou en tout cas en avait un, et cet homme s'appelait Henri Herman. Donc que ce soit bien clair, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est ce que ce journaliste, cet écrivain a dit. Il a dit, je cite, « Je voyais souvent Macron chez Herman, donc au Maroc. C'est même Herman qui l'a découvert à l'École nationale de l'administration. Et puis ensuite, il effectuait un stage dans une préfecture quelque part, dans le nord de la France. Herman a immédiatement reconnu Macron comme un homme frais et ambitieux. À partir de ce moment-là, il ne l'a plus jamais quitté. Un jour, j'ai posé la question à Macron de savoir s'il avait des enfants, et Herman s'est mis en colère contre moi, il m'a dit « Mais attends, tu te moques de lui ou quoi ?» Macron n'a rien dit, mais à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas un sujet de plaisanterie. Fin de citation. Encore une fois, je précise, cette citation ne vient pas de moi, c'est ce célèbre écrivain marocain. Pas de Candace Owens, c'est une accusation assez lourde. On parle quand même d'un sugar daddy pour le président, quoi. Hein. Mais pour une raison ou une autre, les Macron n'ont jamais poursuivi ce gars. Il est accusé d'être homosexuel, d'avoir un sugar daddy, mais ça va, y a pas de problème avec ça. Et c'est tout ce que je dirais sur ce sujet pour l'instant. Voilà les amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été pertinente et intéressante pour vous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.